Bon, alors donc il me revient l'honneur d'ouvrir ce colloque avec un premier atelier, puisqu'aujourd'hui il va y avoir une succession d'ateliers, de présentations, d'approches du travail avec les rêves. Et je vais vous proposer un démarrage tout en douceur. Tout en douceur et qui passe par un certain retour aux sources, c'est-à-dire un retour à des façons d'entendre les rêves qui sont bien antérieures à l'apparition des universités, les recherches de Freud, de Jung. Et vous savez peut-être, je fais juste une parenthèse, mais que Jung à un moment écrit que, au fond, si nous avons besoin de la psychologie, c'est parce que nous avons perdu le contact avec les images vivantes de la mythologie. Les Égyptiens n'avaient pas besoin de psychologie. Ils vivaient dans leur relation avec les archétypes. Et ainsi de suite pour beaucoup de civilisations. Jusqu'à la civilisation moderne et le tournant du XXe siècle avec la catastrophe qu'a représentée la Première Guerre mondiale, etc., etc. Et nous avons, nous, besoin d'une psychologie, ce qui présente l'intérêt que nous revisitons des choses qui étaient connues des anciens, connues d'autres civilisations, mais nous les regardons sous un nouvel angle. C'est plus maintenant l'audio russe qui s'incarne dans la salle, pour nous c'est un archétype. Et on réfléchit ça différemment et on connecte ça éventuellement par exemple avec la physique quantique, puisque psyché, matière. Bon. Donc retour aux sources, on va travailler les rêves, ou plutôt on va se laisser travailler par les images intérieures ce matin dans des cercles de rêves. Cercles de rêves, ça fait une douzaine d'années environ que c'est un de mes champs principaux de recherche, et justement de regarder comment on peut accueillir les rêves dans des cercles, c'est-à-dire finalement hors du cabinet thérapeutique, hors de la relation individuelle. Et comme le faisaient nos ancêtres, qui dans toutes les communautés, qu'est-ce qu'ils faisaient dans les communautés? Ils se réunissaient autour du feu et puis ils parlaient. Et souvent, de quoi parlaient-ils? Souvent, ils parlaient de leurs rêves. Et on sait par exemple aujourd'hui que les peintures rupestres, par exemple, il y a de très fortes chances que certaines d'entre elles viennent de rêves, qu'il y a énormément d'élaborations culturelles, mythologiques, qui viennent de la façon dont nos ancêtres vivaient avec les rêves. Le cercle a aussi comme intérêt majeur que au XXIe siècle, c'est probablement la forme d'organisation que réclame l'inconscient collectif, c'est-à-dire un basculement d'un mode pyramidal, autoritaire, volontaire, avec quelqu'un qui se tient en haut et qui veille à ce que personne ne monte, donc il consacre le maximum de son énergie à tenir les autres en dessous, à un mode en réseau, un mode dans lequel tout le monde est au même niveau. Dans un cercle, il peut y avoir une personne qui facilite le cercle, mais cette personne est dans le cercle, comme tous les participants, toutes les participantes. Et ça rejoint d'anciennes images culturelles, comme par exemple celle des Indiens d'Amérique du Nord, qui voyaient la grande vie comme étant un cercle dans lequel nous sommes à la même place que les fourmis, les renards, les plantes, les éléphants. Alors, ce que je vais vous proposer ce matin, c'est l'aboutissement pour moi de cette recherche d'une douzaine d'années dans les cercles de rêve, dans lesquels ce qui m'a beaucoup intéressé au départ, ça a été de faire se rencontrer la méditation et le travail avec les rêves. C'était comme deux mondes complètement séparés. Et puis, je vivais au Québec et j'avais aussi un intérêt pour la culture chamanique. Et finalement, ce qui m'apparaît aujourd'hui comme la forme la plus élaborée de cercle de rêve, ça nous vient très directement des peuples du sud-ouest des États-Unis, les Pueblos, les Navajos, les Hopis. Donc ce qu'on va faire ce matin, c'est ce que j'appelle une loge de rêve, qu'ils appellent là-bas une Dream Lodge, rien à voir avec les loges maçonniques, c'est la même chose qu'une
Sweat Lodge, par exemple, la loge, c'est un lieu. Les sweat lodges, c'est les huttes de sudation. Ben là, c'est une hutte de rêve qu'on va faire d'une certaine façon. Dans lesquelles le principe, c'est que on ne cherche pas à interpréter un rêve. Donc on ne cherche pas à comprendre un rêve, ce n'est pas notre but. On déploie un rêve dans le vocabulaire. C'est-à-dire qu'on prend un rêve et il va résonner à travers de toutes les personnes présentes dans leur ressenti émotionnel et intuitif. Et la personne qui a proposé le rêve va recevoir un certain nombre de résonances, de ressentis dans les personnes présentes. Et ce qui se passe est extrêmement intéressant. Pour moi, la loge de rêve, c'est un accélérateur de particules de rêve. C'est que le rêve qui a été proposé reçoit de l'énergie à travers les différentes résonances, et ça suscite un mouvement intérieur chez le rêveur ou la rêveuse qui a proposé son rêve. Ce n'est pas qu'une personne ou l'autre a proposé une interprétation qui soit nécessairement la bonne interprétation, mais quand on propose son rêve, on reçoit une résonance et il y a tout de suite un mouvement intérieur qui fait « Oh oui, ça me plaît. Oh non, c'est pas ça. » Et qu'est-ce qui bouge ? On pourrait dire que c'est la vérité du rêve, que seul le rêveur ou la rêveuse peut connaître, qui est à l'intérieur de cette personne, et qui, recevant un écho, se met en mouvement et réagit. Et en recevant comme ça une dizaine d'échos, c'est comme un proton qui reçoit des charges énergétiques et qui commence à prendre de la vitesse. Donc il y a toujours un effet transformant par le simple fait de recevoir des résonances à un rêve. Résonance, vous savez, le terme résonance, ça va avec le fait qu'un matériau vibre et un autre matériau rentre en résonance avec ce matériau vibrant en commençant à vibrer à la même vitesse et se mettent à vibrer ensemble. Donc vous allez voir le principe d'un rêve qui est déposé dans un cercle. Ce que ça a d'extrêmement intéressant, c'est qu'on sort de la dimension personnelle du rêve. Le rêve se met à appartenir au cercle et il porte une information à chacune des personnes présentes. Ça se fonde aussi sur la vision du rêve que je vous propose, qui est la suivante, c'est tout simplement qu'un rêve, c'est un mouvement intérieur, c'est une énergie. C'est quelque chose qui n'est pas conscient et qui cherche à devenir conscient. Et tout ce qu'on fait dans le cercle, c'est qu'on l'aide à devenir conscient. Pour ça, on utilisera le truchement, d'une certaine façon, une façon de parler qui serait de l'ordre du « si c'était mon rêve ». C'est-à-dire qu'au lieu de parler sur le rêve, « oh, ce rêve veut dire que… » Non, on va dire « si c'était mon rêve, je me poserais telle question. Je me dirais que… » Mais on parle tout le temps au jeu. On parle tout le temps au jeu, ce qui va permettre au rêveur ou à la rêveuse de s'approprier ou non ce qui est proposé, mais qui est très très clair que c'est la personne qui propose, qui résonne, n'est en fait que de parler, ne parle qu'à partir de sa propre subjectivité. Alors bien sûr, ce sont des projections. On peut tout à fait admettre que chacune des résonances qui sont proposées sont des projections. Si on le sait, si on ne les prend pas pour une vérité, on laisse simplement jouer l'inconscient, qui va amener les éléments d'information utiles à chacune des personnes dans le cercle. Donc c'est ça le principe de la loge de rêve. On va entendre des rêves, y offrir une résonance à partir du ressenti émotionnel, des sentiments, de l'intuition, en évitant de parler sur le rêve, en parlant toujours au jeu. Si Freud ou Jung doivent être invoqués, on les invite à venir s'asseoir sur un coussin. Qu'est-ce qu'ils ressentent, Freud et Jung, par rapport au rêve ? Parce que la théorie, il y aura d'autres moments pour ça. Et
on observera qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe non seulement pour le rêveur ou la rêveuse qui déploie, qui propose son rêve à déployer, mais qu'est-ce qui se passe pour chacune des personnes présentes. À chaque fois, c'est une expérience nouvelle, donc ça m'intéressera aussi de vous entendre, de savoir qu'est-ce qui se passe pour vous. Concrètement, comment ça va se passer? C'est que nous allons former 2 groupes. J'ai la chance d'avoir avec moi dans ce colloque Maria, ici présente, qui travaille régulièrement avec moi, qui organise les loges de rêve à Paris, qui est sans doute une des personnes les plus expérimentées après moi en loge de rêve. Et donc ça m'a permis d'envisager tout le monde va pouvoir travailler plus directement les rêves ou être travaillé par les rêves par le fait qu'on va se séparer en 2 groupes dans la salle. Donc un groupe qui sera facilité par Maria et un groupe qui sera facilité par moi. Concrètement, comment ça va se passer? C'est qu'une fois qu'on aura formé les groupes, on commencera par prendre un temps de silence. On peut dire un temps de méditation, ou, si c'est un trop gros mot, des fois les gens ont peur de ce mot-là, moi j'aime bien appeler ça un temps de retour à soi, c'est-à-dire de retour à l'instant présent, de retour au senti. Avec quoi je suis là ce matin? Comment je me sens? Parce que ça, ce serait une règle fondamentale que je m'aurais proposée dans le travail avec les rêves, c'est qu'on ne devrait jamais écouter un rêve sans avoir vérifié qu'on est bien ancré dans l'instant présent de notre ressenti. Si on n'est pas ancré dans le présent, on est déjà dans le passé, on est en train de penser la dernière fois qu'on a entendu un rêve, ou on est dans le futur, à ce qu'on va faire après, ou à ce qu'on va dire quand on aura fini d'entendre le rêve. On n'est pas là, on n'est pas à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Donc on commence toujours les loges de rêve par un temps de silence, de retour à soi, et dans ce temps de retour à soi, vous serez invité à aller chercher une image intérieure pour l'instant présent. Quelle forme, quelle image dans quelle image se forme votre instant présent? Une image, ce n'est pas nécessairement visuel, ça peut aussi être un air de musique, un geste, une sensation. Mais ça va être notre façon de créer le cercle, que de partager sans aucun commentaire, sans aucune interprétation, ces images intérieures. Et déjà, ça nous introduira au monde des images intérieures et ça nous fera toucher au fait qu'on n'a pas besoin toujours d'interpréter et de discuter les images intérieures. Le simple fait d'entendre dans un cercle les images intérieures nous permet de savoir où sont chaque personne. Et cette phase-là du travail, moi j'aime appeler ça le moment où les violons dans l'orchestre font tous un La pour s'accorder. Une fois que les violons ont fait un La et qu'ils ont vérifié qu'ils sont tous accordés, on peut commencer à jouer la symphonie. Et la symphonie, chaque mouvement de la symphonie sera ouvert par un rêve. Alors d'habitude, dans une loge de rêve, quand on a beaucoup de temps devant soi, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute tous les rêves qui sont présents. Donc chaque personne est invitée à dire son rêve et on entend une succession de rêves, ce qui nous fait plonger plus profondément dans l'univers des images. Mais ça prend un petit peu de temps et j'ai souhaité qu'on ait plus de temps pour consacrer au déploiement des rêves eux-mêmes, donc c'est aussi très flexible comme travail. Ce qu'on fera aujourd'hui, c'est que une personne proposera un rêve et il sera déployé. Et puis quand ce déploiement sera fini, une autre personne proposera un autre rêve. Et on aura probablement le temps de déployer autour de 3 rêves, peut-être, dans la matinée. Et évidemment, il y aura des occasions dans la journée pour travailler d'autres rêves selon d'autres méthodes.
j'ai oublié de parler d'un ingrédient très important du travail en loge de rêve, c'est le fait qu'on utilise un truchement symbolique qui nous vient très directement justement de la façon dont les peuples amérindiens travaillent. Et en fait, tous les peuples chamaniques qui vivent dans le symbolique, dans les cercles amérindiens, la parole est ritualisée. Elle est ritualisée, ce qui est une façon, en fait, de lui donner un cadre symbolique, un contenant. Elle est ritualisée autour d'un objet qui, assez généralement, est un bâton de parole, on appelle ça, ou dans une loge de rêve, c'est une pierre de rêve. Le principe est très simple. Seule la personne qui a la pierre entre les mains parle. L'invitation avec un objet de parole, c'est toujours de parler, on dit, à partir du cœur, c'est-à-dire à partir du senti. Et les personnes qui n'ont pas la pierre écoutent, offrent une écoute bienveillante. Ce n'est pas un espace polémique dans lequel, par exemple, si on n'est pas d'accord avec ce qui est en train d'être dit, on fait des grimaces pour signifier notre désaccord. À un autre moment, la pierre nous parviendra et on pourra, au lieu d'opposer notre point de vue, on pourra apposer notre vision. C'est-à-dire qu'on pourra amener un autre angle. Et ça élargira le cercle. Ça nous permet d'entrer dans une parole qui ne laisse pas de place à la discussion, à l'argumentation, à la polémique, dans lequel chaque point de vue est reçu comme élargissant la perspective, et non pas dans lequel, à la fin de la discussion, il faudrait qu'un point de vue l'ait emporté sur les autres points de vue. Et donc vous avez là le cadre symbolique du cercle. Le cercle est un contenant dans lequel nous sommes tous et toutes à égalité, au même niveau. Et ce qui est au centre du cercle, il y aura un centre symbolique, mais d'une certaine façon, c'est toujours le rêve. Et c'est la pierre qui donne la parole. Donc pour résumer, on va former deux groupes, on va rentrer en silence, vous allez être invité à aller chercher une image intérieure, puis la pierre va circuler une première fois, il y aura une pierre pour chaque groupe, je vous rassure. La pierre va circuler une première fois pour recueillir les images intérieures, puis la pierre va aller au centre et la première personne qui voudra faire déployer son rêve ira chercher la pierre et dira son rêve, sans aucun contexte, simplement le rêve. Et la seule demande, c'est de dire le rêve au présent. Parce que quand on dit un rêve au présent, on fait revivre les images. Soit quand on le dit, mais quand on l'entend, au présent, c'est beaucoup plus efficace qu'au passé. Je suis en train de traverser la rue, c'est beaucoup plus efficace que j'étais en train de traverser la rue. Quand tout d'un coup, quelque chose est tombé du ciel devant moi. C'est immédiat. L'image se présente à notre esprit en l'entendant. Donc on va entendre le rêve une première fois sans aucun élément d'information. Et puis, la personne qui va faire déployer son rêve va être invitée à donner un petit peu de contexte à ce rêve. Quand est-ce qu'elle a reçu ce rêve? Est-ce qu'il y avait un sujet de préoccupation particulier à ce moment-là? Parce que souvent, les rêves répondent à des questionnements ou à des événements vécus. C'est intéressant de le savoir. Autres éléments de contexte qui peuvent nous intéresser, s'il y a des personnes ou des lieux connus dans le rêve. Par exemple, dans mon rêve, il y a la maison de vacances, la maison de ma grand-mère qui était au bord de la mer, auquel on retournait tous les étés. Et juste d'approcher de cette maison, ça signifiait
Ça y est, ça commence, c'est la liberté. Voilà, un élément de contexte. Où il y a, dans mon rêve, il y a un oncle d'Amérique que je n'ai pas vu depuis 25 ans. Et il arrive avec 2 grosses valises. Et c'est mon oncle d'Amérique. C'est à lui que je pensais tous les soirs, en espérant un jour le revoir. Ce que vous avez envie de dire. Autre élément de contexte qui peut nous intéresser, vos associations spontanées avec des éléments du rêve. Dans le rêve, il y a un chien. Ah, j'ai très peur des chiens. J'aime les chiens, mais j'ai peur des chiens. C'est un élément d'information qui peut nous intéresser. Mais à la différence de tous les contextes analytiques dont on parlera sans doute plus dans la journée, aucune question ne vous sera posée. Donc, vous donnez un contexte, ce que vous avez envie d'en donner, part du principe que le contexte que vous donnez, c'est l'information qui nous sera utile pour déployer le rêve. Que l'inconscient sait de quoi nous avons besoin pour déployer ce rêve. Et à ce moment-là, vous êtes invité à redire le rêve une 2e fois, de façon à ce qu'on ait une 2e écoute du rêve. Ça a l'avantage que si notre pensée est allée se promener sur le bord de la Saône, à la première écoute, on va pouvoir réentendre le rêve. Mais pas seulement. Ça va nous permettre de confirmer notre ressenti. Si la première fois, on a eu un petit déclic, en disant « Ah, ça !» On va pouvoir regarder de plus près. Peut-être qu'on va avoir une autre perception. On va pouvoir remarquer aussi qu'il y a peut-être des choses qui changent dans le récit. Des détails qui sont oubliés. Les détails qui sont oubliés sont très très intéressants. C'est des détails qui viennent de reglisser dans l'inconscient, qui se signalent d'une certaine façon. Et la 2e fois, vous êtes simplement invité à re-raconter le rêve lentement, en prêtant attention autant que possible aux émotions qui montent en disant le rêve. Parce que le rêve est toujours, en réalité, il y a toujours un substrat émotionnel sous les images du rêve. Et c'est ce substrat émotionnel qui va nous intéresser et qui va commencer à résonner dans le cercle. Voilà. Alors tout ce que je viens de vous dire, de toute façon, nous vous replacerons, que ce soit Maria et moi, nous vous replacerons les étapes au fur et à mesure. Puisque donc une fois le rêve dit, la pierre va circuler pour recueillir les résonances. Et vous verrez qu'une fois qu'on l'a fait une fois, c'est quelque chose de naturel. Il y a des gens qui, après avoir fait une loge de rêve, ont ouvert une loge de rêve et commencé à le faire. Parce que c'est naturel. C'est une façon tout à fait naturelle d'entendre les rêves, tellement naturelle que nos ancêtres, j'en reviens au début de ce que je disais, n'avaient pas besoin d'université et de théorie psychologique du rêve, et écoutaient essentiellement les rêves sur ce mode-là, sur ce mode d'écoute, dans la résonance sensible. Voilà. Alors, est-ce qu'avant qu'on se sépare en 2 groupes, il y a des questions, quelque chose qui a besoin d'être éclairci? Tout à fait, tout à fait. Et en effet, il vaut mieux prendre une portion du rêve, qui est la portion la plus active, on pourrait dire, là où il y a de l'action, là où il y a une énergie, là où il y a quelque chose qui nous appelle, et laisser le reste du rêve en arrière-plan. Souvent, un des pièges dans lesquels on tombe dans les loges de rêve, quand on a des longs rêves, c'est que la résonance commence à être très longue, elle aussi. On commence à raisonner en re-racontant le rêve, et on se perd. Alors là aussi, il y a une invitation à la concision. On s'est rendu compte, dans le travail avec les loges de rêve, que plus le conteneur de temps était restreint, comme par exemple, des fois, il m'arrive de demander une résonance en une phrase. Seulement une phrase. Alors une phrase avec des qui que quoi, des fois, là, mais une phrase. Et on a plus d'efficacité.
On a plus d'efficacité d'abord parce que l'attention est plus facilement soutenue dans le cercle, mais aussi parce que finalement, on pointe beaucoup plus directement vers l'élément actif de la résonance, l'élément actif du rêve. Donc en effet, la portion active du rêve et la portion active de la résonance. Et je rajouterais que ce n'est pas nécessairement un rêve nocturne. Ça peut être des visions, ça peut être une imagination, ça peut être même un événement qui vous est arrivé et que vous avez envie de considérer comme si c'était un rêve. C'est assez étonnant ce que ça peut susciter de prendre un événement éventuellement avec une certaine incongruité qui fait me dire « et si c'était un rêve, qu'est-ce que ça voudrait dire ?» Et on n'a même pas besoin de le savoir finalement d'ailleurs. Ça peut être présenté comme un rêve et les résonances sont significatives. Est-ce qu'il y a une autre question ? Dans le travail précédent, en novembre, quand on a fait ce travail en petit groupe, nous avons pu poser des questions pour savoir ce qui s'était passé la veille, c'est-à-dire pour voir un petit peu mieux le contexte dans lequel la personne rêveur se trouve. Donc, et là, tu dis que non. Non, là c'est différent. C'est ça. En novembre, j'avais vraiment présenté une forme classique de travail, d'interprétation dans un cercle de rêve. Hein? Et cette fois-ci, sachant que l'interprétation serait à l'honneur une bonne partie de la journée, j'ai souhaité présenter un autre angle. Parce que ça veut dire que ça n'aurait pas autant d'importance. Qu'est-ce qu'il y a derrière C'est différent, c'est simplement que justement, c'est pour éviter d'alimenter une réponse qui vienne par un traitement d'information et pour favoriser une réponse qui est d'abord dans le ressenti et d'abord dans l'intuition. Pour la replacer dans la perspective du travail, c'est que de toute façon, dans l'interprétation jungienne des rêves, on commence toujours par le ressenti, commence toujours par l'intuition, puis on continue vers les associations et l'amplification. Eh bien là, on s'en tient à une amplification émotionnelle, une amplification intuitive des images de rêve, sans autres informations qui viennent sinon brouiller parce qu'on est en train de réfléchir sur le rêve. Voilà. Et le principe de l'amplification, c'est pas qu'elle va nous amener à une interprétation du rêve en tant que tel, mais le principe de l'interprétation, de l'amplification, c'est qu'elle va amener de l'énergie aux éléments du rêve suffisamment pour que quelque chose émerge au-dessus de la surface de la cognition, on pourrait dire. Donc c'est une approche différente, c'est une approche complémentaire de l'analyse et de l'interprétation. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus facile de rentrer dans ce travail-là qu'on n'a aucune prétention à la connaissance de la psychologie des rêves, etc. Et les seules personnes qui peuvent ressentir peut-être un petit peu de difficulté dans ce type de travail sont les personnes qui sont habituées à interpréter les rêves et qui peuvent avoir un petit biais qui consiste à tout de suite tomber dans un réflexe professionnel. Moi le premier. Moi le premier. Voilà. Et là, ce n'est pas ce qui est demandé. Ce n'est pas de proposer une interprétation. C'est plutôt de raisonner, mais raisonner au sens de la résonance, pas du raisonnement. Si c'était mon rêve, ce qu'on n'est pas obligé de dire, on n'est pas obligé de répéter à chaque fois, mais on parle au jeu. Mais si c'était mon rêve, je me poserais telle question. Si c'était mon rêve, je me dirais. Ou peut-être que le rêve se termine sur quelque chose et on peut le prolonger. Par exemple, le rêve se termine sur une porte fermée. Et le rêveur est devant une porte fermée. Là, ma résonance peut être, j'ouvre la porte, et derrière la porte, là où je m'attendais à trouver un placard au balai, non, c'est un jardin. Et l'odeur de jasmin m'arrive. En pleine face. Ah, ça, c'est une résonance. L'imagination s'en mêle. C'est un exercice d'imagination créatrice. Et ça, je vous en parlerai beaucoup plus demain. Comment le travail avec les rêves
si on renonce à la prétention, à avoir la vérité du rêve, à la tenir, à la mettre dans une boîte, c'est un travail d'imagination créatrice. Et c'est ça le but du cercle. D'accord ?